Le délire d'une matinée d'octobre. Troisième partie. Nous retrouvons donc Louis XVI et Marie-Antoinette. Pour ceux qui n'ont pas écouté les deux premières parties, il vaut mieux le faire car je ne vais pas revenir sur les explications d'une manière poussée. Il s'agit donc de Marie-Antoinette qui se trouve dans sa cellule le jour de sa condamnation à mort. Elle attend pour monter sur l'échafaud, en tout cas pour se rendre sur la place de la Révolution où elle sera guillotinée. Et elle prie et tout à coup, Louis XVI apparaît et elle se retrouve dans un tout autre lieu que sa cellule. Elle se retrouve en exil en Amérique. Et donc, est-ce la réalité ou est-ce un délire? C'est la question que pose la pièce. Donc, retrouvons Marie-Antoinette et Louis XVI sans plus tarder. Et donc, je vais faire de voix différentes comme pour les deux premières parties. Donc, je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas, naturellement, à écouter la première et la deuxième partie, sinon vous ne comprendrez rien. Voilà, je recommence. Marie-Antoinette, c'est elle qui commence. Auguste, si vous saviez comme je m'en veux, les bals, les fêtes, les regards baissés sur mon passage, les murmures, les rumeurs, les sifflements de vipères, le venin répandu de la cour vers la ville, la haine entretenue puis contaminant l'âme populaire, les pamphlets que je froissais sans les lire, tout ce monde d'apparence et de mensonges m'a rendu bien sotte. Ces pamphlets m'ont fait pleurer plus d'une fois, en secret, quand mon cabinet était enfin désert. J'étais malheureux pour vous, pour nous, pour la couronne. Je savais que dans ma famille même se cachaient les commanditaires de ces torchons, de ces immondices. Ah, la jalousie, c'est elle qui les a engendrés. Je ne comprendrai jamais ce sentiment. On nous a tant fait souffrir avec ce sentiment. Ce sont d'abord les grands qui ont inspiré la haine au bon peuple. Ah, ces pamphlets puants! J'avais beau être roi, ils étaient les plus forts. Malheureuse que je fus, souvent je vous l'ai fait sentir. J'ai feint d'ignorer tout cela, et je me suis enfermé dans un triste rêve frénétique, coloré, mais sans saveur. Je ne sais plus qui a dit de moi qu'il ne fut pas un jour à Versailles où je fus véritablement heureuse, tant j'étais hors de moi-même, prisonnière de ce monde et de ses devoirs austères. L'or et les rubans masquaient mes chaînes. J'aurais dû combattre, j'aurais dû. Hélas, la seule fois où j'ai osé crier, lorsque j'ai osé me révolter en souveraine pour cette sordide affaire de collier, celle qui a voulu me perdre est devenue la victime aux yeux du peuple, et moi, je suis restée la corruptrice, la Messaline. Le mensonge a parfois le cuir plus dur que la vérité. J'aurais dû combattre l'hypocrisie et la bêtise. Mais voilà, j'ai voulu fuir ce monde, m'enfermer à Trianon avec des amis, laisser les jaloux qui n'étaient pas invités médire à mon sujet. Ceux-là ont inventé la légende noire en me faisant passer pour une débauchée. Oui, moi, ils ont inventé ma légende noire. Ils m'ont reproché mes riches toilettes, puis ils m'ont reproché de vouloir simplifier la mode en portant des robes moins pesantes. La haine n'a pas de logique. J'ai voulu fuir cette cour qui finalement ne m'a jamais acceptée comme j'étais, fraîche et vraie, et qui s'est offusquée chaque fois que je voulais rompre avec l'étiquette. Ah, ma mère, vous m'aviez bien mal préparé au rôle que je devais tenir.
Si j'avais eu quelques notions de politique, donc de calcul, je n'aurais pas subi Versailles, je l'aurais dominé. Si vous m'aviez donné une intelligence de monarque, j'aurais senti venir l'orage et j'aurais montré un esprit d'ouverture. J'ai été prisonnière de cette cour bien avant de l'être au temple. Je suis moi-même, depuis le retour de Versailles, depuis qu'on nous a arrachés de cette cage dorée. Grâce à cette révolution, je me suis retrouvée, j'ai cessé de me tromper. Vous-même êtes changé. Tout ce temps perdu. Je me suis comportée en petite fille gâtée pendant des années, refusant mon rôle de reine car ne sachant pas le tenir. En fuyant les médisants qui me reprochaient de rire, de m'asseoir sur l'herbe, de jouer à Colin Maillard, de faire du traîneau, de donner parfois mes opinions, de choisir toujours les mêmes amis pour me distraire, de jouer dans les pièces de Monsieur de Beaumarchais en fuyant le protocole si lourd qu'il m'empêchait de respirer. J'ai fui trop longtemps votre tendresse, vos yeux, vos étreintes, légères et distantes. Je le fus avec vous, et je ne vous ai pas facilité la tâche, oh non. Vous qui aviez vos blessures secrètes, qui parfois fuyiez aussi votre rôle si pesant. Je n'aurais pas dû être roi. Mon frère aîné, longtemps malade, me l'a assez fait sentir, presque toute ma famille d'ailleurs. J'étais trop effacé, et la mort de mes parents, si prématurée, acheva de faire de moi un prince inquiet et sombre. Je me suis senti gauche dans mon rôle de dauphin. Mon grand-père, malgré son âge, à mes côtés, passait encore pour un jeune homme, et je me sentais falot, benet, je me sentais... J'étais trop différent de ce gaillard de roi. La cour s'en amusait, la cour s'est toujours amusée de moi. Mon manteau d'hermine, l'huile sainte du sacre, ma couronne et mon épée de roi n'y ont rien changé. Pour oublier, j'aimais à me perdre dans l'observation des cartes de géographie et dans la lecture des récits de voyage. Souvent, j'ai pu fuir ainsi en compagnie de Bougainville, de Cook ou de Magellan. Les chevauchées me calmaient aussi, les longues chevauchées. Et puis l'horlogerie, et puis la serrurerie, et puis mes rêveries sur les toits du palais. J'étais si simple, si respectueux et direct avec quelques-uns, que je laissais parfois mon maître de forge me parler comme si j'avais été un de ses employés. Versailles nous a corrompus l'un et l'autre. J'étais destiné à être un ventre qui se tait et marche droit, et en voulant sortir de ce rôle, on m'a vite détesté. Vous étiez destiné à magnifier, à renforcer un trône superbe, mais le peuple vous a cru figé dans son passé dont vous n'étiez pas digne. Le trône était trop grand pour moi. Nous aurions dû comprendre dès les débuts qu'il fallait réformer. Mes tentatives ne furent pas suffisantes. Vous avez aboli la torture. Vous vouliez que tous paient l'impôt pour soulager équitablement le peuple. Nous étions si jeunes. Nous étions les héritiers de cette vieille monarchie rigide, poussiéreuse, mais encore éblouissante. Versailles nous a conditionnés jusqu'à faire de nous, nous qui sortions à peine de l'enfance, que dis-je, qui étions enfants, des sortes de pantins de rois. Le peuple ne pouvait pas comprendre ça, et d'ailleurs, je ne lui en veux pas, lui dont j'ai ignoré les souffrances.
inconsciente, moi qui ai osé jouer Rosine, une domestique, devant les valets et des soubrettes que j'avais invitées à la place des courtisans, comme ils ont dû me haïr et me mépriser ce jour-là, et ces paysans qui me voyaient jouer les bergères, flattant mes moutons enrubannés et mes petits chiens. Il ne suffisait pas d'avoir, pour ainsi dire, adopté quelques orphelins, compagnons de jeu de mes propres enfants, de leur avoir offert une pension, d'avoir jeté de l'or par la fenêtre de mon fiacre les nuits où je sortais incognito à l'opéra pour fuir. Fuir? Je vous ai fui. J'ai fui votre regard, ton regard qui ne voyait que moi, quand moi, je ne voyais que les autres. Quand vous départirez-vous de cette nervosité, ma chère Antoinette? Cet aveu me fait honte, mais c'est la vérité. Si c'est un songe, au moins, je te l'aurais avoué en songe. Seul le malheur nous fait connaître le prix de ceux qui nous aiment, de ceux qui nous aiment vraiment. Le médecin viendra dès ce soir, je vous l'assure. Buvez un verre de Porto. Vous ai-je jamais demandé pardon, Auguste? Louis XVI lui sert à boire. J'ai rarement demandé pardon, moi qui suis né dans la pourpre. Pardon? Pardon de quoi? Buvez, buvez donc. Pardon pour tout, du moins pour beaucoup de choses. Pardon pour mon mépris lors de nos premières années d'union. Pardon pour ma légèreté, mes dépenses inconsidérées, mes folles dépenses. Pardon parfois pour mes mauvais conseils, moins nombreux certes que tout ce qu'on a dit, mais pardon tout de même. Je n'accepte pas vos excuses. Tout simplement parce que vous n'avez pas à m'en fournir, madame. Si tu savais, pourtant, combien j'aurais voulu être tendre comme tu le fus pour moi, si tu savais combien je m'en veux de m'être montrée froide quand tu voulais me serrer dans tes bras. Eh bien, que dites-vous? La vérité? Vous méritiez ma tendresse plus qu'aucun homme ici-bas. Plus encore que... Votre tendresse réservée me suffisait, croyez-moi. Et il ne tient qu'à vous de faire fi de la réserve. Ce n'est pas votre époux qui aura à s'en plaindre, mais il ne vous y force pas. Oui, il ne tient qu'à moi. Comme j'étais prisonnière de mon personnage, comme j'étais orgueilleuse. Jamais contre ton cœur je n'ai senti ce que je sens à présent. L'orgueil et la bêtise m'empêchaient de goûter à la douceur. Ma main serre ton bras puissant, ma joue sur ta poitrine rougit comme celle d'une jouvencelle et mes lèvres frémissent comme elles n'ont jamais frémi. Auguste, Auguste, comme ce prénom me trouble tout à coup. Il me semble vous revoir à 20 ans, quand l'inquiétude de l'avenir ne s'était pas encore installée dans votre cœur. Allons, allons, tout cela est bien fini. Il n'y faut plus penser. N'y plus penser? Le pourrais-je jamais? Il me semblait pourtant, ces derniers jours, que vous y étiez parvenu. Ces derniers jours, au sortir de ma prière, il me semble ne pas les avoir vécus, ces jours de délivrance. Ah, la délivrance, la sainte délivrance. Je me vois encore dans la pire situation qui soit, et tout à coup vous voilà, dans cette pièce ensoleillée, alors que je croyais être environné d'ombre. Je n'y comprends plus rien, plus rien.
la fuite vers Nantes, tandis que la France entière pensait que nous roulions vers Bruxelles. L'embarquement de nuit, la patrouille qui manqua nous arrêter, ne t'en souviens-tu pas? Ton rire enfin retrouvé quand, sur la proue du navire qui nous conduisait vers l'Amérique, tu prenais l'air en regardant planer les albatros et laissais le vent du large te décoiffer. L'as-tu oublié? L'Amérique? Oui, l'Amérique, ou si vous préférez, notre havre de paix, notre Eldorado. Exilés? Nous sommes exilés, et vous êtes vivants. Nous sommes exilés. Si je n'étais pas pieux comme vous l'êtes, je vous dirais de ne plus prier. Je ne vous reconnais plus. Et moi non plus. Je ne me reconnais plus. Je vais faire venir un médecin, je vous préviens, et dès ce soir. Non, non, je me porte à merveille, je vous assure. Le médecin viendra. Il n'est pas nécessaire de discuter. Peut-être manquez-vous d'exercice. Je devrais vous apprendre à bien chasser. Cela vous plairait certainement. Ou bien vous devriez prendre des bains de mer, cela soigne les nerfs, paraît-il. Ce doit être le contre-coup. Bref, notre médecin viendra. Votre époux le veut. Après tout, je le veux bien car je suis encore troublée, toute troublée de ce je ne sais quoi d'incompréhensible. Incompréhensible. Il ne faut pas toujours chercher à comprendre. Le sort a bien œuvré pour nous. Vous me rappelez ces temps où vous étiez enceinte et lorsque par moments vous étiez saisie de troubles. Se pourrait-il? J'en doute, ma femme. Sans vouloir vous blesser, votre âge ne peut confirmer une telle hypothèse. Quoique, depuis que nous goûtons à notre liberté retrouvée, nous sommes plus proches que jamais, et la possibilité d'un enfant conçu tardivement, d'un enfant du bonheur retrouvé, n'est pas à écarter tout à fait. L'idée ne me déplaît pas, mais ne l'écartons surtout pas, ne l'écartons pas. Ah, votre fougue me pousse à espérer, et si ce n'est pas pour cette fois, il faudra recommencer. Oh, comme il vous plaira! Je ne rêve donc pas, et tout est bien réel. Vous, mes enfants, l'Amérique. Au diable les échafauds, au diable toutes les prisons. Mon amour. Comment? Je disais simplement, mon amour, vous seul, toi seul. Et l'autre? L'autre? Axel. Axel, le comte de Fersen, si beau, si brave, si valeureux, le sémillant suédois. La cour a rapidement imaginé que j'avais succombé à son charme, elle qui aimait à croire que j'étais la dernière des Gourgandines. Mais vous saviez, vous, que j'étais reine, que j'avais de l'honneur, que j'étais plus pudique qu'Artémis. Je ne pourrais cacher que mon cœur battait pour lui, mais ma brave sœur Caroline n'a pas eu ma constance. Mais la pauvre avait un époux des plus méprisables quand le mien était si bon. Et puis, elle était bien plus libre que moi. J'ai peut-être parlé de vous avec dédain certaines fois, aveuglé que j'étais par les multiples intrigues de palais, aveuglé que j'étais par mes caprices d'enfant gâté, mais je vous respectais trop pour vous être infidèle. Même si vous aviez pris des favorites, des maîtresses comme Louis XV ou Louis XIV, je ne vous aurais pas trompé. Vous avez fermé les yeux une nuit, une seule, il y a plus d'1 an, à la plus sombre des heures. Une fois seulement, je fus sur le point de céder.
Oh, si peu, juste pressé contre lui. Le malheur m'a poussé dans ses bras. J'étais malade de terreur déjà. Et moi aussi, en vous laissant seul cette nuit-là, je savais ce qui allait se produire. Je savais que pour entrer dans ce palais que le peuple assiégerait bientôt, il avait risqué sa vie pour nous, ou plutôt pour vous. Après tout, ne peut-on pas aimer plusieurs fois? Pas du même amour. À l'heure où je te parle, je découvre que je t'aime différemment, mais tout autant. Quel combat tu as mené pour te vaincre toi-même, pour vaincre les tourments qui t'accompagnaient depuis si longtemps, et dont je n'ai rien su. Lui, il est né confiant, aimé de tous, il n'avait pas cette charge, cette destinée qui ont pesé sur nos épaules et ont fait de nous des hésitants, des inquiets, des tourmentés. Sans rougir, je peux évoquer mon amour pour toi, mon seul amour. Oh, redites-le-moi encore avec cet emportement juvénile que je ne vous connaissais plus. Votre époux vous l'ordonne. Mon amour, mon amour, mon amour. Je vis, je respire. Tout est vrai. Ma femme est folle, mais je vais y prendre goût. Oui, c'est le contre-coup. Il n'y a après tout que 2 jours que nous sommes ici. Après 4 années d'incertitude, cela peut ébranler l'esprit. Cela le peut, et je le conçois. Tous ces événements hideux nous ont laissés, pour ainsi dire, à moitié fous. Peut-être d'ailleurs le sommes-nous tout à fait, bien que la tempête se soit éloignée. Voyez, ce beau clavecin qui est là depuis notre arrivée et dont vous n'avez même pas encore effleuré les touches. Nous jouerez-vous, par exemple, un air de votre maître de musique, le grand Gluck? J'y consens de bon cœur, et parfois, et pourquoi pas un air du mariage de Figaro? Ah, gentil Mozart, je le revois encore me demander en mariage avec sa frimousse de bambin et son regard plein de clarté. Oui, tout est bien réel. Et vous chanterez un peu, n'est-ce pas? Je chanterai, tenez, je chanterai l'air de Chérubin. Comme nous allons bien occuper nos journées, loin de ce sinistre devoir qui était le nôtre. Mais n'y songeons plus. Cela n'en vaut pas la peine. Vous avez bien raison. Aux orties les regrets. Aux orties. Venez à la fenêtre un moment. Regardez votre fils qui monte le cheval que je viens de lui offrir. Mon fils? Notre fils? Notre chou d'amour. Notre fils à cheval? On entend un bruit de clé. Avez-vous entendu? Moi? Non. Regardez, votre fils ne ressemble-t-il pas à quelque grand d'Espagne? Qu'il serait beau, entrant dans Paris sous les acclamations, dans 10 ans peut-être, quand il sera devenu un élégant cavalier, fort comme un hussard, et que le peuple se sera lassé des Jacobins et autres enragés coupeurs de tête. Regardez sa sœur qui tient le cheval par la bride en faisant le tour du manège, de peur que son frère ne fasse quelque bêtise en voulant mettre la bête au galop. Elle veillera toujours sur son frère, et un jour, s'il devient roi, elle saura peut-être lui être de bons conseils. Ce cher chou d'amour aura peut-être alors aussi fière allure que son aïeul Louis XIV. L'allure seulement. S'il règne, je voudrais qu'il sache écouter son peuple comme jamais roi ne l'aura fait avant lui. Peut-être le bon roi Henri tout de même.
Il est fier comme la statue de Marc Aurèle à Rome. Je l'imagine déjà, jeune homme, en le voyant ainsi. Et moi aussi, comme il est beau, il traînera tous les cœurs après lui. Il aura lui aussi ses petites Mancini. Qui sait? Comme sa sœur le couve de toute son attention, comme il semble épanoui sous le soleil des Amériques. Vous dites ce nom avec un enthousiasme qui me bouleverse. Ce jardin, ces tonnelles, ces glycines en fleurs, ces roses qui palpitent dans la brise, et mes enfants qui courent à présent dans l'herbe avec des joues que je ne leur avais plus vues depuis longtemps, des joues rouges, des joues roses sur lesquelles se lisent les marques de la joie. J'y ai lu si longtemps les marques du malheur. Tout est fini à présent. Nous sommes hors d'atteinte. Hors d'atteinte. Ces deux mots valent tous les vers du monde, et je vous sais gré de les avoir prononcés. Hors d'atteinte. Jamais notre fils ne m'aura semblé en aussi bonne santé. Déjà sur le navire il gambadait quand sa sœur souffrait du mal de mer. Il voulait voler avec les mouettes et grimper au cordage comme un corsaire. Quel fier moussaillon il ferait, s'est exclamé le capitaine breton. Vous savez, ce rude gaillard qui savait tant de chansons de marins. Et notre fils, qui avait entendu, a répliqué « Je serai capitaine et je partirai à la recherche de monsieur de la Pérouse. » Ah, il a dit cela, le charmant garçon. Il le fera peut-être, qui sait. Qu'il sache naviguer, je le voudrais bien. Il semble s'être intéressé au maniement de mon astrolabe durant la traversée. Les leçons que je lui ai dispensées aux Tuileries et durant notre captivité avaient porté leurs fruits en tout cas. À défaut d'être un bon maître pour la France, il pourrait être un bon marin. Les étoiles sont plus fiables que les hommes. Notre fils, grand navigateur, l'idée me plaît. Nous l'inscrirons dans une école de marine. S'il retrouvait ce brave La Pérouse, quel rêve ce serait! Ah, voici madame de Tourzel qui gronde notre fils de ce qu'il a taché sa culotte en se roulant dans l'herbe. Voilà qui fait rire, ma chère fille. Quand l'ai-je vu rire pour la dernière fois? Je ne m'en souviens plus. On entend un bruit de clé dans une serrure. Quels sont ces bruits? Les mésanges sur la fenêtre, sans doute. Votre fils les nourrit, comme il nourrissait il y a peu de temps encore les pigeons en haut de la tour du temple. On entend le même bruit de clé. N'entendez-vous pas? Les passereaux, oui. Non, des pas, un bruit de clé. Nullement. Le bruit s'est arrêté. Qu'ils sont beaux, nos enfants. Votre fils veut jouer à la guerre, mais sa sœur n'y consent pas. Et comme c'est elle l'aînée, il faut qu'il obéisse. À travers la vitre, j'imagine leur dialogue d'enfants. Madame de Tourzel et sa fille les contemplent avec le même ravissement que moi. Voilà qu'elle joue à la poupée avec Marie-Thérèse et qu'elle se laisse prendre au jeu comme de vraies petites filles. Son frère boude, qu'ils sont charmants tous les quatre. Nouveau bruit de clé. Encore le même bruit. Que se passe-t-il? Mais rien, rien. Les domestiques peut-être. Ouvrez donc la fenêtre et faites-leur un signe. Oui, vous avez raison. Ils sont là. Tout est si beau. Mes amours sont là. Obscurité progressive. Seuls Louis XVI et Marie-Antoinette sont éclairés. Marie-Antoinette ne le remarque pas, contrairement à Louis XVI qui devient grave. Le mobilier,
peut être retiré à ce moment-là. Je pense que ce n'est pas un souci si les accessoiristes sont visibles pendant qu'ils le retirent. Louis XVI peut les observer avec résignation. Louis XVI à Marie-Antoinette. « Ouvrez vite, vous dis-je. » La reine ouvre la fenêtre. « Les enfants, ne bougez pas, je viens. Ah, ce soleil est bien franc, me voilà éblouie. » Une voix de jeune fille. « Maman, apportez-nous quelques biscuits. Charles a faim et cela le met dans une bien méchante humeur. » Bruit de clé. Marie-Antoinette ne le remarque pas. Louis XVI. Des biscuits? Il en a mangé 4 encore tout à l'heure. Une voix d'enfant. Ils sont si bons ces biscuits, maman. J'aime tant la crème qu'il y a dedans. Mes enfants, pas avant ce soir. Votre père le défend, mes chéris, et il a bien raison. Louis XVI tend la main vers sa femme comme pour la caresser, sans qu'elle le voie. J'apporte du raisin, cela est beaucoup plus sain. Merci, encore merci très tendre et belle âme. Je suis certain que Dieu vous garde, cher amour. Il disparaît. Marie-Antoinette se retourne. Auguste, où êtes-vous? Elle se retourne vers la fenêtre qui a disparu elle aussi. Elle lance un appel déchirant. Les enfants! La lumière revient et nous fait découvrir une cellule de prison. Écrasée, Marie-Antoinette s'appuie à la muraille et se laisse glisser. Ah, mon Dieu! Ainsi, Louis, tu m'as trompé. Non, non, c'est impossible. Ou bien est-ce la fièvre? Le ciel n'est pas si cruel. La fièvre, oui, c'était la fièvre. J'ai perdu tant de sang cette nuit. Horreur! J'en vais perdre bien plus dans un instant. Ma robe, c'est ma triste robe blanche. Ils m'ont refusé la faveur de porter ma robe de deuil. Qu'importe, au Moyen-Âge, les veuves de rois portaient le deuil, toutes de blanc vêtues. On entend des cris de haine au loin. Au loin, j'entends les tambours et la foule bruyante qui se rend au sinistre spectacle. Voir des vies tranchées d'un coup semble être le divertissement à la mode. Se délecter de la mort d'autrui, et puis rentrer chez soi, manger, bien boire, et puis dormir, c'est si plaisant. Oui, malheur à l'autrichienne, ou l'autruchienne, à votre guise.